Il y a quelques jours, alors que je me baladais sur Reddit, je suis tombé sur ce témoignage. Selon vous, est-il logique que si l'alcool est la drogue la plus dangereuse, les autres drogues soient illégales? Je suis assez désolé que lorsque je présente cet argument en public, les gens me prennent pour un fou et disent que cela se terminerait mal. C'est pourquoi je m'intéresse à la communauté locale. L'alcool est objectivement la drogue la plus dangereuse. S'il existe un bar, il n'y a aucune raison pour qu'un laboratoire de cocaïne n'existe pas légalement. Je trouve assez amusant que les gens applaudissent la police lorsqu'elle arrête un trafiquant de drogue, mais ne réalisent pas que c'est grâce à la police que les trafiquants de drogue existent. S'il n'y avait pas de police et que les drogues étaient légales, le prix des drogues baisserait et leur qualité augmenterait. Personnellement, je suis un grand opposant aux drogues. La meilleure solution pour débarrasser la société des drogues est cependant la légalisation totale. Cela mettrait fin aux trafiquants de drogue et à la criminalité. Ok, ça a dû sûrement te faire tiquer quand cet utilisateur a qualifié l'alcool comme étant objectivement la drogue la plus dangereuse. Ça paraît complètement improbable qu'une substance aussi banalisée que l'alcool, dont 95% des adultes ont déjà goûté au moins une fois dans leur vie, puisse être la drogue la plus dangereuse. D'ailleurs, l'alcool, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une drogue étant donné que c'est légal? Eh ben non, en fait, la qualification d'une substance comme drogue n'a rien à voir avec la législation. Selon l'OMS, la drogue correspond à toute substance qui, lorsqu'elle est introduite dans l'organisme, modifie une ou plusieurs fonctions physiques ou psychiques et peut entraîner une dépendance. Donc, peu importe qu'une substance soit légale ou illégale, si elle agit sur ton cerveau, modifie tes perceptions, ton humeur ou ton comportement et peut créer une dépendance, alors c'est une drogue. Si on ne qualifie pas couramment l'alcool comme étant une drogue, c'est parce qu'il est légal et culturellement accepté d'en boire. Et dans le langage courant, le mot drogue est réservé aux substances illégales alors même que scientifiquement, cette notion ne compte pas. Bon ok, l'alcool c'est peut-être de la drogue, mais de là à dire que c'est la drogue objectivement la plus dangereuse, ça paraît un petit peu fou, non? Non? Eh bah non. En 2007 est publiée une étude ayant pour objectif d'évaluer les conséquences sanitaires de nombreuses drogues circulant au Royaume-Uni. On y retrouve une classification sous forme de graphique qui permet de voir en un coup d'œil que la dangerosité associée à chaque drogue ne correspond pas vraiment à la classification légale en vigueur au Royaume-Uni. Et comme tu peux le voir, l'alcool se situe bien tout en haut alors même qu'elle constitue une des rares drogues légales en bleu sur ce graphique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque barre correspond au score cumulé des effets de la drogue envers le consommateur et envers la société. Ce graphique-là montre le détail et comme tu peux le voir, l'alcool est de loin la drogue qui fait le plus de dégâts aux autres proportionnellement à ce qu'elle peut faire aux consommateurs. Ça s'explique évidemment par les accidents de la route, les violences conjugales ou encore la maltraitance ou négligence des enfants. On estime qu'en France, environ la moitié des faits de violence en général sont commis sous l'emprise de l'alcool. L'alcool a tendance à faire ressortir le pire des individus alors que ce n'est pas forcément le cas chez toutes les drogues. Par exemple, les champignons hallucinogènes ont plutôt tendance à causer de l'euphorie, des crises de rire, voire de la joie de vivre exacerbée. Et la preuve en est que les champis sont derniers de tous les classements de dangerosité et que le danger pour les autres est absolument inexistant, comme tu peux le voir sur ce graphique. Mais pourtant, comme tu peux le voir ici, les champis sont catégorisés comme une drogue de catégorie A au Royaume-Uni, soit la plus haute distinction, au même niveau que la cocaïne ou l'héroïne, alors même que tu peux en trouver rien qu'en te baladant en forêt ou dans les prairies. Mais alors, pourquoi une telle incohérence? Pourquoi l'alcool est-il légal et autant banalisé malgré les troubles qu'il engendre, alors que des drogues comme les champis ou le LSD sont considérées comme des drogues de catégorie A alors même qu'ils ne mettent pas en danger d'autres personnes que le consommateur? Une théorie que j'entends souvent, c'est que ce serait pour des raisons économiques. L'alcool a une place très importante dans l'économie et notamment en France avec notre culture du vin dont nous sommes si fiers. Alors ça voudrait dire qu'interdire l'alcool ferait perdre de l'argent à la France. Bon, je vais te la faire courte, c'est complètement faux, mais alors complètement. En France, les recettes fiscales liées à l'alcool représentent en moyenne 4 milliards d'euros par an. En revanche, les coûts sociaux causés par l'alcool en France, c'est-à-dire la prise en compte des vies humaines perdues et des soins liés à l'alcool, est estimé à 100 voire 120 milliards d'euros par an. Donc comment dire qu'on est très loin, mais vraiment très loin d'être rentable? Pour te donner un ordre d'idée, avec 120 milliards d'euros par an d'économisés, on pourrait offrir un 13e mois de 2200 € à tous les Français majeurs. 120 milliards, c'est également à peu près un tiers du budget annuel de la retraite. Économiser cette somme nous permettrait aisément de revenir à la retraite à 60 ans, voire plus bas. Bref, tu l'as compris, l'alcool fait perdre énormément d'argent au pays. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est légal? Pourquoi n'interdit-on pas l'alcool alors qu'on interdit des drogues que je qualifierais arbitrairement de douces comme le champi ou le LSD?
Eh bah tout simplement parce que c'est impossible. Aux États-Unis, de 1920 à 1933 a eu lieu la période de la prohibition. La production, la possession ou la vente d'alcool sont interdits par le 18e amendement dans le but de lutter contre l'alcoolisme, la pauvreté, la criminalité domestique ou encore la corruption. Sur le papier et au vu de tout ce que je t'ai dit juste avant, ça semble être une bonne idée, mais malheureusement la théorie est toujours beaucoup plus idyllique que la réalité. Suite à la prohibition, un marché noir d'une envergure jamais vue a fait son apparition. On assiste en parallèle à la plus grande essor du crime organisé avec notamment l'ascension d'un nom que tu connais très bien, le très célèbre Al Capone. Ce dernier a fait une grande partie de son beurre grâce à cette période-là. Dans les grandes villes, les guerres de gangs font des ravages et les victimes se multiplient. En plus de ça, c'est le prime des bars clandestins appelés speakeasies. À l'intérieur, on y consomme de l'alcool de très mauvaise qualité car il n'y a aucun contrôle, ce qui provoque des lésions cérébrales, paralysie, cécité, voire carrément des morts. Au bout d'un moment, et notamment à cause des élites corrompues qui eux squattent régulièrement des bars clandestins, la population se rend compte de l'hypocrisie de cette loi, davantage motivée par la religion que par de vrais intérêts populaires. Mais le vrai coup de massue qui va avoir raison de la prohibition, c'est la crise de 1929 et la Grande Dépression qui va suivre. Le niveau de vie des Américains, qui jusque-là était en constante croissance, va prendre un sacré coup. Le chômage et la pauvreté vont augmenter et avec elles, le mécontentement des foules. Tout à l'heure, on reparlera plus en détail de l'impact de l'économie sur la consommation de drogue. En tout cas, en 1932, c'est l'élection de Roosevelt et en 1933, dans le cadre du New Deal, il abroge la prohibition avec le 21e amendement. Le bilan de la prohibition sera catastrophique. En plus de la perte des recettes fiscales liées à l'alcool, la criminalité aura explosé, ainsi que les problèmes de santé publique liés à une consommation d'alcool de mauvaise qualité. Comme le dit Frank Herbert, l'auteur du roman Dune, la prohibition renforce toujours ce qu'elle interdit. Mais la question qu'il est alors légitime de se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi l'humain a-t-il ce besoin viscéral de se droguer, quitte à enfreindre le cadre de la légalité, quitte à faire du mal à d'autres humains, à la prospérité de son pays et du monde en général ? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la drogue est là pour pallier à un manque, à un besoin viscéral. La drogue permet d'échapper au stress, à la douleur ou à l'ennui, elle permet d'explorer la conscience ou la créativité ou encore de renforcer les liens sociaux. Ce qui est assez intéressant, c'est de comparer la consommation de drogue dans des milieux sociaux différents. Par exemple, en France, si on prend les personnes sous le seuil de pauvreté, ils sont environ 30% à fumer quotidiennement du tabac. Et pour ceux qui gagnent plus que le salaire moyen, on descend à 17%. On trouve également des différences de consommation entre les actifs et les chômeurs. Par exemple, les actifs sont moins de 10% à avoir consommé une drogue illégale hors cannabis dans l'année, alors qu'ils sont 16% pour les chômeurs. La précarité est donc un très fort déclencheur de la consommation de drogue. Et plus globalement, les pays avec de fortes inégalités ont tendance à abriter plus de consommateurs réguliers que la moyenne, et cela quelle que soit la législation en vigueur. Par exemple, au States, un pays à forte inégalité, environ 25% de la population des 12 ans et plus ont consommé une drogue illicite au cours de l'année 2023. A contrario, en Norvège, un pays réputé comme étant l'un des plus égalitaires du monde, le taux de consommation de drogue illicite dépasse à peine 5%. Et en ce qui est de la consommation d'alcool pur, elle est d'environ 7 litres par an en Norvège contre 8,5 aux États-Unis. C'est donc une différence d'une vingtaine de pourcents. La conséquence de ça, c'est également la sécurité. La Norvège est classée comme le 4e pays le plus sûr du monde, les États-Unis, eux, sont 55e. Évidemment, il ne faut pas confondre corrélation et causalité, et ne pas oublier que les facteurs s'influencent mutuellement. Par exemple, un pays avec moins d'insécurité donne globalement des gens plus heureux et donc moins de consommation de drogue. Ça peut marcher un peu dans tous les sens, tu vois. On peut tout de même conclure que les inégalités et la précarité ont une influence importante sur la consommation de drogue, même si elle est difficile à quantifier. En plus de ça, la consommation de drogue est parfois utilisée comme un boost pour le travail. Si t'as vu le Loup de Wall Street, t'as sûrement vu des mecs se mettre des rails de C pour pouvoir travailler efficacement des heures durant. Et ça, c'est pas une légende. Jordan Belfort, qui a inspiré le personnage joué par DiCaprio dans le film, a lui-même avoué que dans les faits, c'était encore pire que ça. Cela dit, je me dois tout de même de nuancer et de ne pas remettre toute la faute sur le capitalisme. D'autres facteurs peuvent aussi donner envie aux consommateurs de consommer. Ça peut être par exemple une rupture amoureuse, une dépression, simplement la curiosité ou encore la culture comme avec l'alcool par exemple. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ce fléau? Si on ne peut pas interdire la drogue, comment faire pour en baisser drastiquement les effets négatifs? Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que la drogue a été totalement impossible à interdire alors que d'autres drogues le sont bel et bien? La vérité, c'est que l'interdiction des drogues comme le cannabis par exemple sont là pour faire joli. Dans les faits, elles n'ont pas vraiment d'influence sur la consommation. Prenons le Portugal. En
2001, ils ont dépénalisé la possession et l'usage personnel de toutes les drogues, y compris le cannabis. La possession de petites quantités pour usage personnel n'est plus un crime mais reste une infraction administrative. Les contrevenants peuvent recevoir une petite amende, un avertissement ou encore une orientation vers un traitement. Par contre, la production, la vente ou le trafic restent illégaux et même sévèrement sanctionnés. La vérité, c'est que même si elles restent illégales, il n'y a plus vraiment de barrière à la consommation de drogue étant donné qu'au pire, tu risques une petite amende. Et les résultats sont intéressants. La dépénalisation n'a absolument pas conduit à une explosion de l'usage. En revanche, on a assisté à une forte réduction des overdoses et des décès liés aux drogues. Les décès par surdose au Portugal sont parmi les plus bas de l'Union européenne, environ 4,2 décès pour 1 million d'habitants en 2019. En France, où le cannabis est illégal, on se situerait plutôt autour de 9,5 décès pour 1 million d'habitants, soit tout de même 2 fois plus. Et aux États-Unis, on se situerait carrément entre 20 et 30 décès pour 1 million d'habitants, ce qui pourrait tout de même s'expliquer par d'autres facteurs, comme par exemple l'absence d'une sécurité sociale. Au hasard. On observe également une baisse significative des infections par VIH ou hépatite C liées à l'usage de drogues injectables. Et cela grâce à la prévention et au programme de réduction des risques. L'accès aux soins est extrêmement facilité. Le nombre de personnes en traitement pour toxicomanie a significativement augmenté après la dépénalisation. On a également une diminution de l'encombrement judiciaire pour infractions mineures liées aux drogues. Les personnes ne sont plus criminalisées pour usage personnel, ce qui réduit l'impact sur leur emploi, formation et insertion sociale. Mais tout ce que je viens de te dire, ça se confirme dans les autres pays où le cannabis est dépénalisé, comme par exemple le Canada. Le meilleur moyen de lutter contre une drogue, c'est de l'autoriser. La prévention est toujours plus efficace que l'interdiction. Alors oui, il y a des subtilités entre la dépénalisation et la légalisation, mais on va pas trop s'y attarder parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. Et en plus de ça, ces différences sont globalement assez mineures. Mais donc, la question qu'il est alors légitime de se poser, c'est pourquoi est-ce que les drogues ne sont pas toutes légales s'il est totalement contre-productif de les interdire? Par exemple, pour revenir à mes amis les champis, ils sont illégaux dans la grande majorité des pays, alors même qu'ils ne comportent aucun danger pour les autres, quasiment aucune possibilité d'overdose, pas d'addiction chimique et a priori aucun effet négatif sur le cerveau. Au contraire, des études expérimentales suggèrent que la psilocybine peut réduire la dépendance au tabac ou à l'alcool, probablement en modifiant les circuits de récompense et les schémas cognitif. Elle est même utilisée à des fins médicales en Suisse ou au Canada pour lutter contre la dépression. Au Royaume-Uni, ça va jusqu'à 7 ans de prison pour la consommation et la perpétuité pour le trafic. Alors attention, je t'incite surtout pas à aller prendre des champis, t'as quand même des chances de faire un sale bad trip ou de réveiller des traumatismes oubliés. Sans compter qu'il est possible de réveiller une psychose endormie type bipolarité ou schizophrénie. Mais tout ça pour dire que malgré les risques, les champis ça reste bien moins dangereux que l'alcool ou le tabac qui eux sont totalement légaux. Et le truc c'est que tout comme le cannabis, rendre les champis illégaux ça sert totalement à rien. Par exemple aux Pays-Bas, les truffes sont autorisées. En gros les truffes c'est la même molécule que les champis, c'est la psilocybine mais juste c'est pas des champis. Alors oui on pourrait se demander pourquoi est-ce que les truffes c'est légal et les champis sont interdits. Et la réponse à ça c'est que c'est un peu des magouilles et une manière de contourner la loi européenne. Peu importe, la question c'est qu'est-ce qu'on observe aux Pays-Bas alors que les truffes sont autorisées? Et pas grand chose, on n'observe pas d'augmentation notable des admissions aux urgences ou des troubles psychiatriques liés aux truffes par rapport aux pays voisins où elles sont illégales. En revanche, dans les pays où la psilocybine est illégale, les usagers prennent plus de risques pour se procurer des champis via le marché noir en essayant d'en cueillir tout seul, ce qui est d'ailleurs très dangereux car se tromper de champis peut tout simplement être mortel. La vérité, c'est qu'encore une fois, tout ça est très politique. L'alcool, c'est très admis socialement alors que les champis sont vus comme quelque chose de très sombre, même dans les communautés de fumeurs de cannabis par exemple. En gros, les politiques n'ont pas vraiment envie de se faire chier à vouloir autoriser un truc pas vraiment populaire et souvent décrié même si c'est à tort. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que la grande majorité sont probablement simplement pas renseignés. Et en ce qui est des vraies drogues dures comme l'héroïne par exemple, elle a pu être dépénalisée localement dans des régions, notamment de la Suisse. Ils ont mis en place des programmes où de l'héroïne est prescrite pour des usagers chroniques sous suivi médical strict. On retrouve des mécaniques similaires au Portugal où tout est dépénalisé, mais aussi aux Pays-Bas ou encore en Allemagne. Et évidemment, le but c'est que tout le monde ne se jette pas sur l'héroïne.
idée, c'est d'accompagner les consommateurs. Personne ne prend de l'héroïne plus d'une fois de son plein gré, sauf s'il a envie de mourir. T'en prends une première fois et à ce moment-là, t'es immédiatement addict. Et à partir de là, t'as besoin qu'on t'aide, pas qu'on t'envoie en prison. Tout ça pour dire que scientifiquement, si on se base sur l'observation de nos voisins, la dépénalisation de toutes les drogues semble être une piste intéressante pour en réguler les effets négatifs. Car encore une fois, on n'arrivera jamais à réguler toute la consommation de drogue. Le marché noir est trop fort pour ça. Le tout est d'accompagner un maximum les consommateurs pour pouvoir les sortir de leurs addictions. Et également leur éviter des overdoses et au passage limiter le marché noir et l'insécurité qui en découle. Pour résumer, à moins de vivre en dictature, on ne peut pas supprimer la consommation de drogue. Surtout dans un monde capitaliste où les rapports de domination favorisent l'inclinaison vers des stupéfiants. Le tout est de tout faire pour que ce soit le plus agréable possible. Et ça passe par la prévention. On vit dans une société où l'alcool est beaucoup trop banalisé. Il n'est pas rare de se sentir forcé de boire pour faire comme tout le monde, alors même que l'alcool est un poison qui a des conséquences dès la première goutte. De très nombreuses fake news sont répandues à propos de l'alcool, comme par exemple le fait que boire un verre de vin rouge tous les jours serait bon pour la santé parce que le vin aurait des vertus antioxydantes, ce qui est, spoiler, complètement faux. L'étude à l'origine de cette fake news montrerait que les Français avaient un taux de maladies cardiovasculaires plus faible que les Américains, alors même qu'ils boivent plus de vin rouge. L'étude vante les bienfaits d'une molécule présente dans le vin, la resveratrol, sauf qu'on retrouve cette molécule en bien trop mince quantité pour avoir un véritable effet. D'autant plus que si on la retrouve dans le vin, c'est parce qu'elle est présente dans la peau du raisin, donc autant manger du raisin. La véritable raison à cette corrélation, c'est que les consommateurs de vin ont généralement un statut social plus élevé et donc une meilleure santé. Et ça, c'est sans compter que l'étude ne juge que les vertus antioxydantes, mais ne parle absolument pas des autres effets de l'alcool sur la santé, alors que sur ce sujet-là, les études sérieuses sont très claires. Une consommation faible mais régulière d'alcool augmente le risque de plusieurs cancers et affecte la mémoire et l'attention. Elle peut même contribuer à une réduction cumulative du volume cérébral de la matière grise, notamment du cortex préfrontal, sur plusieurs années. L'alcool est responsable d'un mort sur la route sur 3 et d'au moins un féminicide sur 2. Et ça, c'est sans te parler de l'alcoolisme, qui est une des addictions les plus dures à traiter, étant donné qu'environ 1% des gens qui essayent d'arrêter en meurent. C'est tout simplement la seule drogue qui peut te tuer si tu essaies de l'arrêter. Et de la même manière, le tabac est un véritable fléau. Pour un petit fumeur, c'est-à-dire entre 1 et 5 clopes par jour, le risque d'attraper un cancer des poumons fait x3, tout comme le risque d'AVC, et ton espérance de vie est réduite de 5 ans. Et pour un gros fumeur, c'est-à-dire en moyenne la consommation d'un paquet par jour, et ton espérance de vie perd 12 ans et le risque d'attraper un cancer des poumons est multiplié par 20. Tout comme l'alcool, c'est une drogue extrêmement difficile à arrêter car elle touche à ton système de récompense. Là où d'autres drogues plus diabolisées comme le LSD, les champis ou l'ecstasy ne touchent pas à ton système de récompense et par conséquent ont un très faible risque addictif, même s'il y a toujours un risque d'addiction psychologique à prendre en compte évidemment. Tout ce que je dis là n'a absolument pas pour vocation de te faire culpabiliser si tu prends une quelconque drogue. Ce que je veux que tu comprennes par cette vidéo, c'est que ce n'est pas parce qu'une drogue est légale qu'elle est moins pire qu'une autre. Le problème de la diabolisation des drogues illégales par les politiques, c'est qu'en plus que ce soit contre-productif pour les consommateurs de ces drogues-là, ça conforte les consommateurs de drogues légales que ce n'est pas eux le problème. Or, il existe un classement objectif du danger que représentent les drogues et les drogues légales sont loin d'être tout en bas. Il faut prendre conscience collectivement du danger des drogues légales qu'on a trop souvent banalisées et inversement, il faut aller aider les consommateurs pris dans des logiques d'addiction avec des drogues illégales. Et pour ça, il faut la dépénalisation de toutes les drogues. Ça permettra de moins banaliser l'alcool et le tabac et d'inciter ceux qui ont besoin d'aide à consulter et à se faire aider par des professionnels. Et la dernière chose à faire pour lutter contre les effets négatifs de la drogue, c'est une lutte pour la santé mentale de manière générale. Et ça passe par plusieurs choses comme la régulation des inégalités, la suppression de la pauvreté ou encore la prise au sérieux des problèmes de santé mentale. La prise de drogue est sérieusement corrélée avec une mauvaise santé mentale, même si ce n'est évidemment pas le seul facteur explicatif. Plutôt que de jouer au chat et à la souris avec les consommateurs, il vaut mieux s'occuper du bien-être des gens en général et les améliorations découleront par la suite. En plus de ça, affaiblir le marché noir aura un impact positif sur la sécurité qui améliorera le bien-être des Français et fera baisser la consommation de drogue. On a alors un cercle vertueux, il suffit simplement d'y rentrer. Mais pour ça, il nous faut des politiques matures et pas des néo-nazis. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu intéresser des gens avec mon propos. Alors évidemment, j'ai pas la science infuse, ça reste mon avis et je peux me tromper. Ça reste une analyse personnelle que je me suis faite en me politisant et en me renseignant pendant de longues heures, mais je reste ouvert à des nuances ou à des critiques. L'espace commentaire
commentaire est évidemment fait pour ça, dans le respect évidemment. Si t'as kiffé la vidéo, tu peux faire les petits trucs de l'algorithme, like, abonnement, partage, tout ça, tu connais. Je te dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines en fonction de si je me branle ou pas. Bref, c'était Malo, allez bisous.